Bonsoir Caroline Dublanche. Bonsoir Jean-Michel. On vous retrouve dans un instant, dernière émission de l'année pour vous je crois. De l'année, exactement, mais pas dernière émission de la semaine. Il y en a une demain avec Sophie Peters. Eh bien à tout de suite Caroline. À tout de suite Jean-Michel. Bonsoir, nous sommes ensemble pour 2 heures volées à la nuit, 2 heures pour prendre le temps de se parler, de s'écouter, d'échanger, de faire le bilan de cette année écoulée, peut-être à quelques jours de Noël. Jusqu'à 1h, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Julie et Valentin avec la complicité de Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Et vous pouvez également y participer en envoyant vos courriels sur le site europe1.fr ou vos messages par SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors j'en parlais avec Jean-Michel Duez juste avant les infos. Pour vous dire, notez bien, demain vendredi 23, l'émission aura lieu, animée par Sophie Peters, car je vais prendre quelques jours de vacances. Et Sophie sera à vos côtés toute la semaine prochaine. Et j'aurai, moi, le plaisir de vous retrouver le lundi 2 janvier. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous vouliez revenir sur le témoignage de Nicole, mais bon, c'était au moment où j'étais en train de lui dire au revoir et donc voilà, sinon on vous aurait mis en relation à l'antenne, mais je pense que Nicole nous a dit qu'elle écoutait l'émission jusqu'à 1h, donc elle va vous entendre. D'accord. Eh bien, je voulais dire, donc si je peux me permettre, que cette dame, malgré son malheur, a énormément de chance parce qu'elle voit ses petits-enfants et elle voit son fils. Alors que moi, depuis des années, je ne vois plus ni mon fils, ni ma belle-fille, ni mes petits-enfants. J'ai eu, si on peut dire, la chance de les voir le jour de l'inhumation de mon mari, c'est-à-dire il y a 3 ans et demi. Et depuis, c'est de nouveau silence complet. Et je dois faire avec. Et j'ai qu'un seul fils. Alors c'est très très dur et je voudrais lui dire que malgré tout, elle a de la chance quand même. Elle les voit, ses petits-enfants. Et elle voit son fils, même si elle voit pas sa bru, eh bien, il y a sans doute quelque chose, comme chez moi, il y a sans doute quelque chose. Mais il faut quand même malgré tout qu'elle s'estime heureuse. Parce que moi, je ne vois personne. Et je suis veuve et finalement, mon époux s'est suicidé parce que lui n'a pas accepté. C'était un enfant, j'avais un enfant donc d'un premier mariage, j'ai qu'un seul fils. Et c'est mon second mari qui l'a élevé depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans. Donc c'était un papa de cœur.
Et c'était un grand-père de cœur et il n'a pas supporté, alors il s'est suicidé. Alors dites à cette dame, si elle m'écoute... Elle vous écoute, mais après, on ne peut pas faire de... Chère madame, si vous m'écoutez, écoutez, soyez malgré tout heureuse de voir vos petits-enfants. Parce que moi, je ne vois plus les miens, je ne vois pas mon fils, je ne vois pas ma belle-fille. Et... Ça peut en même temps évoluer. Hein, oui, mais ça fait des années. Ça fait des années. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça fait des années que je ne les vois plus et ils sont simplement venus pour l'inhumation parce que je suppose qu'ils se sentaient obligés. Et depuis, c'est silence complet. Alors que cette dame s'estime heureuse. Et pourquoi vous ne les... Enfin, depuis, vous n'avez... Depuis, j'ai eu quelques coups de téléphone et quelques SMS auxquels il ne répondait pas. Enfin, j'envoyais des SMS. Et puis, un soir où j'avais vraiment pas le moral, parce que c'est difficile quand son mari se suicide. Et je leur ai pas reproché ça, mais c'est difficile. Et un soir, j'ai téléphoné. C'est vrai qu'il était tard. Il était peut-être pour eux, je sais pas, aux environs de 20h. Et je leur ai dit que j'avais besoin de parler à quelqu'un et que je me permettais de les appeler. Et vous savez ce que ma belle-fille m'a répondu ? Je vais être vulgaire, mais il faut que je le dise. Ma belle-fille m'a simplement dit « Vous allez arrêter de nous faire chier ». Alors j'ai raccroché mon téléphone. Mais ça a été comme ça dès le début. Jamais, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ça a été comme ça dès le début de la relation. Ah non, mais pas depuis le début de la relation, puisque mon mari a élevé mon fils depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans. Et il y a environ... Oui, mais avec votre belle-fille. Ah non, mais j'étais très bien avec ma belle-fille. Très, très bien. Mais alors pourquoi ce revirement de situation ? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Il y a bien quand même... je ne sais pas. Il faudrait quand même comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Pourquoi quelqu'un avec qui ça se passe très bien, subitement devient... Vous voyez, il y a quand même... il y a quand même des choses qui se passent. Je pense, si vous me permettez, mais je n'en suis absolument pas certaine, que c'est une question d'héritage. Je possède ma maison. Oui, mais derrière les questions d'héritage, derrière les histoires d'argent, il y a souvent des questions affectives qui entrent en ligne de compte. Moi, je ne sais pas. Si, toujours. Mon fils est aussi ne voit plus son père, donc je ne sais pas. Parce que si vous voulez, vous voyez, quand une relation se passait bien, même avec au départ votre belle-fille, et puis qu'après il y a un retournement de situation aussi violent, il y a quelque chose. Oui, j'entends bien et que cette incompréhension vous mine et c'est important. Il y a des revirements de situation. On passe pas comme ça d'un extrême à l'autre. Voilà. Ou alors si, on peut passer d'un extrême à l'autre d'ailleurs. Oui, mais bien sûr que si, nous n'avons jamais rien eu, jamais de dispute, jamais. On s'entendait très bien. Bon, évidemment, ils sont pas près de moi. Ils sont à 170 km. C'est pas loin. Et on allait passer des vacances chez eux. Ils venaient chez nous. Il y avait aucun souci. Alors, il s'est passé quelque chose. Vous n'avez pas décelé à ce moment-là quoi. Ça n'a pas été dit. Et justement, les choses qui ne sont pas dites, souvent deviennent très explosives. Oui, mais parce que quand on peut se parler, eh bien, on n'en arrive pas à des situations de conflit, des situations où il y a rupture du lien. Non, mais parce que mon fils et ma belle-fille ont un terrain de camping, ils possèdent 4 maisons, donc ils sont pas dans le besoin. Hein, mais ça veut rien dire. Oui, comme vous dites, ça veut rien dire. Peut-être que plus on a d'argent, plus on en veut. Je ne sais pas. Non, moi, je suis pas une dame. Je suis pas une femme de commande d'argent. Moi, c'est d'abord l'amitié, l'affection, l'amour, les sentiments. Pour moi. Oui, mais Jocelyne, vous ramenez à l'argent, ce qui souvent derrière l'argent, il y a d'autres problématiques. Votre fils et votre belle-fille peuvent posséder beaucoup de choses matérielles et j'en suis très heureuse. Et peuvent être en manque d'autres choses. Ça ne veut rien dire, ça. Oui, mais je ne sais pas de quoi. Ils ont une famille formidable. Ma belle-fille a des frères et sœurs. C'est une grande famille.
Alors que moi, En tout cas, bon, vous, ce que vous pouvez faire par rapport à cette souffrance que vous ressentez, c'est d'aller en parler, parce que quand vous les avez appelés, et on peut comprendre que vous étiez mal et que vous aviez besoin de parler, il y avait quelque chose qui peut-être de votre souffrance. Je ne sais pas ce que ça a pu renvoyer aussi, ce suicide. Parce qu'un suicide, c'est souvent, c'est terrible, c'est un séisme dans une famille. Ça renvoie, mais oui, ça renvoie chacun souvent à sa culpabilité. Qu'est-ce qu'a pu ressentir votre fils aussi à ce moment-là? Vous dites qu'il est venu à l'inhumation parce qu'il a dû se sentir obligé. Vous ne savez pas ce qu'il a pu ressentir. Je ne sais pas, mais s'il avait quand même quelques sentiments, je suppose que lorsque je téléphonais ou que je demandais, pour une fois où je demandais à parler, me faire envoyer comme ça sur les roses. D'abord, vous n'avez pas eu votre horrible, fils, vous avez eu sa femme. Et puis, peut-être qu'il ne pouvait pas parler à ce moment-là de cet événement dramatique, pas avec vous. Je ne sais pas, mais enfin... Parce que peut-être que lui aussi, ça le secouait trop. Oui, mais ça fait 3 ans et demi maintenant et jamais il n'a... Vous savez, il y a oui, mais il y a des événements 3 ans et demi pour un événement pour un drame comme celui-là, c'est... Par contre, moi j'ai de ces nouvelles par mon frère. Je demande toujours de ces nouvelles par mon frère parce que mon frère communique par email avec lui. Et lorsque je demande à mon frère s'il a des nouvelles, il me dit oui. Je lui demande si tout le monde va bien, il me répond oui. Et voilà, les choses s'arrêtent là, quoi. Mais c'est horriblement pénible et se dire qu'on n'a qu'un fils et puis que 2 petits-enfants. Mais je pense qu'il faudrait... ça serait pas mal... que vous en parliez, vous, un peu, que vous ayez un endroit, un soutien un peu psychologique pour parler de tout ça et qui vous aiderait un peu à peut-être à prendre un peu de recul et à comprendre. J'avais un message tout à l'heure par rapport au témoignage de Nicole. C'était Brin d'Étoile qui disait que justement quand on est comme ça dans des moments où les relations sont quand la communication se résume à d'impossibles choix, c'est là que le lâcher prise prend toute sa valeur. C'est assez juste. C'est-à-dire pouvoir quand on est dans des situations où un peu d'impuissance, pouvoir un peu prendre du recul et lâcher. Parce que c'est vrai que bien sûr, quand mon mari s'est suicidé, je me suis sentie coupable aussi parce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Bon, évidemment, j'étais suivie par un médecin parce que mon mari avait essayé 3 ans avant du fait qu'on voyait plus mon fils, il supportait pas. Moi non plus, je supportais pas. Mais comme c'était mon fils, moi, c'était mon fils de sang et on pardonne tout à un enfant. Mais mon mari qui l'avait élevé alors que c'était pas le sien. C'est sûr que je comprends que ça a été plus dur. Oui, mais voyez, j'entends dans votre histoire, il y a beaucoup de choses. Il y a votre mari qui s'est suicidé, qui l'a élevé alors que ce n'était pas le sien. Il y a la barque, elle est chargée derrière. Et votre fils, il est porteur de cette histoire. Alors, là où vous me parlez d'héritage, oui, il y a un héritage. Il y a un héritage familial. Il y a une histoire. Il y a un héritage matériel, il y a un héritage familial, il y a le poids d'une histoire. Et cette histoire, elle est peut-être un peu lourde à porter. Et déjà, moi, je l'entends dans vos paroles, Jocelyne. C'est lourd déjà pour vous. Oui. Et je pense que ce qui est lourd pour vous, cette souffrance que vous ressentez en vous, je pense que votre fils, il a aussi quelque chose comme ça en lui. Je peux me tromper. Mais vous savez, quand il y a une rupture de lien comme ça, il faut pas penser que la souffrance, elle est seulement d'un côté. Une rupture de lien, elle est source de douleur des 2 côtés. C'est jamais simple. C'est toujours source de beaucoup de culpabilité de rompre le lien avec ses parents. Il faut toujours l'envisager. Et ça, on a du mal à l'imaginer parce que on voit toujours, et c'est normal, les choses de son point de vue. Mais oui, mais justement, je les vois très très mal, moi, les choses.
Oui, mais Je les forcément, comprends pas, mais je parce les que comprends vous ne pas. les comprenez pas, mais c'est normal. Quand il y a une expression familière qui le dit, avoir le nez dans le guidon. Hein. Donc on n'arrive pas bien à voir les choses quand ça nous concerne, et surtout quand on est en souffrance. On ne voit pas bien les choses. Et bon, vous êtes seul, d'autant plus seul que vous avez perdu votre mari dans des circonstances tragiques, et vous vivez ça comme une injustice, qu'en plus votre fils unique, vous prive de voir vos petits-enfants. Vous ne comprenez pas, hein, donc ça vous paraît d'une injustice folle. Bon, et votre fils, vous vous dites, lui, paraissait comme nanti, parce qu'il a sa femme auprès de lui, il a ses enfants, il a en plus, matériellement, il ne manque de rien. Non, mais non, j'en suis très très heureuse. vous en êtes heureuse? Non, mais je ne dis pas ça. Mais je pense que pour autant, ce que j'essaye moi de vous faire comprendre, Jocelyne, c'est que dans ces situations de figure, c'est douloureux, bien sûr, pour les parents qui ne voient plus leurs enfants et leurs petits-enfants, mais que rompre avec ses parents, c'est aussi une décision qui coûte, qui est douloureuse, qui est difficile. Et qui n'est pas forcément du définitif. Ça peut être à un moment donné de sa vie. Oh, depuis tant d'années, ça ne veut rien dire. La vie est longue, hein, Jocelyne. Vous savez, la vie est longue. Vous savez, quand on arrive à 68 ans... oui, moi, bien sûr, mais 60... Oui, j'entends ça. Et puis actuellement, vous êtes assez déprimé, donc ça vous paraît... Mais la vie est longue, donc vous savez, les choses peuvent évoluer. Mais en revanche, je pense que ça serait bien que vous alliez parler un peu de votre histoire et puis de votre souffrance. Il y a Claire qui vous envoie un petit message qui dit « L'héritage renvoie à la question de la reconnaissance de la parentalité ». Donc, et d'ailleurs, elle ajoute « Déshériter un enfant, c'est comme le renier ». L'argent n'est pas l'essentiel, courage. D'ailleurs, on n'a pas le droit de déshériter son enfant. Hein. Non, ça je sais. J'ai travaillé 18 ans dans le notariat, c'est pas pour rien. Donc vous le savez. Ah ben c'est pour ça que vous nous en parlez. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui dit. Il n'est pas question. Oui, on a bien entendu. Il n'est pas question. Non, on a bien entendu. Que de sentiments. Alors il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas si c'est le cas, mais la souffrance d'un parent aussi peut être très lourde à porter pour les enfants, quel que soit leur âge. Quelqu'un dit, j'ai mis 8 ans à comprendre le caractère de mon gendre et à être accepté. Je vois très peu mes petits-enfants qui sont à 700 kilomètres. C'est pire. Et puis, Laurence de Picardie dit souvent lors d'un héritage, des problèmes déjà sous-jacents ressortent, le mal est plus profond. Sébastien pose une question par mail qui dit, est-ce que votre fils connaît les motifs du suicide de votre mari? Il y a peut-être derrière cela de l'incompréhension de sa part. Bien, disons que nous en avons légèrement, très peu parlé, puisque je l'ai vu très peu de temps, mais je n'ai pas dit que c'était parce qu'il nous avait abandonnés, quoi. Oui. Non, je pense que de toute façon, il y a certainement des raisons autres que celle-là, parce que d'abord, vous avez bien fait de ne pas lui dire, parce que ça serait terriblement culpabilisant. Et puis, les raisons d'un suicide sont très complexes. Le présent un événement dans le présent sert de détonateur, mais les racines sont toujours à chercher dans le passé. Parce que vous savez, donc on ne peut pas imputer les raisons simplement à dire c'est parce que votre fils vous avait abandonné. Ça serait terrible de lui renvoyer ça, d'autant que votre fils, son père ne s'était pas occupé de lui, donc ça serait quand même terrible de lui renvoyer ça. Je suis persuadée que c'est pour ça. Déjà, mon mari avait essayé 3 ans avant, il s'était raté, et puis 3 ans après, c'est pas raté. Mais vous ne lui avez pas dit. Mais il est possible qu'il y ait des choses qui soient quand même passées. Non, je pense pas lui avoir parlé de ce suicide, du premier suicide, non. Bon. Non, mais sans lui en parler, il peut y avoir des reproches implicites qui suintent. Donc, votre fils se protège aussi peut-être. Bon, vous allez en parler quand même, vraiment. Je pense que ça vous aidera. Bon courage, Jocelyne. Écoutez, je vous remercie et puis merci pour vos émissions parce que bien souvent elles me réconfortent. Je les écoute tous les soirs. Tant mieux, j'en suis heureuse. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, Jocelyne. Au revoir. Merci, au revoir.
Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Un petit message de Chaudron de la Barque qui revenait sur le témoignage de Nicole qui dit « Je crois que l'on peut parfois aimer ses proches et sa famille avec énormément de maladresse. Dans le cas présent, l'animosité semble avoir pris le pas sur le reste et semble aimer qui que ce soit. Je crains que la paix ne revienne qu'à condition que vous soyez dans une perspective plus positive qui voudrait que vous tourniez définitivement la page, ne serait-ce que pour le bien-être de vos petits-enfants. Apaisez-vous et peut-être que de cette nouvelle énergie naîtra une nouvelle sphère empreinte de paix et d'harmonie pour le bien-être de tous. Belle nuit à vous. Et puis Sébastien également dit n'entrez pas en conflit avec eux, respectez leurs décisions, profitez de vos petits-enfants. Joyeux Noël à vous. Il y a des messages à propos de joyeux Noël. Le Suricate voulait souhaiter un très joyeux Noël. Qui dit ça va être un plaisir de retrouver Sophie dès demain. Il y a également Anna qui reprend le portable pour souhaiter un joyeux Noël et auguri per il Capodanno ainsi qu'aux auditeurs, particulièrement à Sergio, avec Georges également. Et puis Christine qui voulait souhaiter un joyeux Noël à tous les habitués de la libre antenne et voilà un petit peu les messages qui arrivent. On va passer un petit peu de musique et nous accueillerons Alex. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Charlie Winston, Hello Alone. Bonsoir Alex. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi, je vous appelle en fait, je vous avais appelé il y a 4 ans. Enfin, je l'avais appelé contre mon gré en fait. C'est ma compagne de l'époque, ouais. Oui. Parce que en fait, elle m'avait trompé. Oui. Il s'était passé beaucoup d'événements et comme j'étais mal, elle m'avait dit appelle Caroline, mais je pense pas que c'était une bonne idée à l'époque parce que je vivais des moments vraiment difficiles, quoi. Et c'est votre compagne qui vous avait trompé, qui vous avait demandé de m'appeler. Oui, parce qu'elle avait... En fait, je vais faire court, parce que j'ai pas envie de revenir trop sur le passé. D'accord. Mais quand je vous ai appelé à l'époque, j'ai eu un accident de travail, je me suis retrouvé à l'hôpital. Oui. À ce moment-là, elle s'est fait embobiner par quelqu'un sur Internet. Oui. Et comme il y avait énormément de pression depuis des années, de sa famille, de la mienne, des gens qui nous entourent, parce qu'on était ensemble et que ça dérangeait tout le monde, évidemment, tout le monde y a mis de sa graine pour enfoncer l'histoire. Ça s'est terminé avec que des trucs assez violents, quoi, en fait. Hein. La police, un accident de voiture, enfin, j'ai pas envie de revenir là-dessus. C'est beaucoup d'événements qui font que, sauf un peut-être qui est important, sur lequel je vais revenir, c'est qu'à l'époque, la personne l'a tellement embobiné qu'un soir on s'est disputé, je l'ai giflé, le lendemain elle est au commissariat à porter plainte. La policière qui était là voulait me faire arrêter et me mettre en prison pour 2 mois. Un inspecteur un peu plus intelligent, il m'a reçu, il a voulu savoir ce qui se passait, donc on a discuté. Il a vu les choses pas de la même façon, il a reçu ma compagne et il a dissuadé de porter plainte. Il m'a gardé en garde à vue pour pas qu'on continue de s'embrouiller le soir, ce qui était normal. Le matin, je lui ai dit merci parce que moi j'ai traîné les commissariats quand j'étais tout jeune, donc je savais très bien ce qu'il faisait, c'était vraiment pour le bien, pour mon bien à moi. J'étais pas en garde à vue parce que je méritais de l'être. J'étais en garde à vue parce qu'il voulait me protéger sur là par rapport à tout ce qui se passait avant. Il avait bien cerné la situation, en fait. Et ça, c'est la chose que j'ai le plus mal vécue, en fait. C'est-à-dire de me retrouver comme un délinquant, comme j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, et de me retrouver donc à 40 ans en cellule pour rien du tout, quoi, en fait. Oui, Surtout quand vous parlez de revenir sur le passé, c'était effectivement doublement revenir sur le passé, se passer de votre adolescence. C'était très difficile à vivre parce qu'à 25 ans, j'ai fait des conneries comme assez longtemps, et puis à 25 ans, j'ai voulu devenir vraiment quelqu'un de bien pour mes enfants, et de carré, et de changer de vie, et j'ai réussi. Oui. Et c'est ça je pense que c'est ça qui a dérangé tout le monde. On m'a toujours vu le petit délinquant qui avait 15 ans pendant des années et personne n'a accepté. J'étais devenu quelqu'un de normal, de bien. J'avais une belle femme, j'avais donc 2 enfants à l'époque, 2 beaux enfants, tout allait bien. Je travaillais, j'étais très sérieux dans mon travail, je travaillais double, etc. Et je pense que inconsciemment, on l'a payé cher parce qu'on a toujours été isolé de la famille et encore plus après cette histoire puisqu'on a été isolé carrément de tout le monde. Donc c'est comme si vous étiez rattrapé par votre passé là. Ouais, un peu, ouais. Donc ça, je pense que c'est une chose vraiment, je lui en veux quand même. Même si je comprends qu'elle était pas bien, qu'elle se faisait embobiner un peu par tout le monde, sa famille, cette personne-là, etc. Et l'entourage, enfin tous les gens qui sont venus se greffer à cette histoire en fait. Et je le comprends, hein, je comprends tout ce qui s'est passé et tout. Ça a été très difficile
de sortir de cette histoire. On a mis 2 mois. Au bout de 2 mois, tout s'est calmé. On s'est remis ensemble et là, on était isolés totalement par tout le monde. Depuis, ça fait 4 ans, on est vraiment isolés. C'est-à-dire, à chaque fois, là, par exemple, on a déménagé dans des plus beaux quartiers parce que notre fille s'est faite racketter il n'y a pas longtemps. Hein, donc, j'ai dû régler le problème là où on habitait. Et pour régler encore mieux le problème, il fallait partir et l'amener dans un quartier beaucoup mieux. Ce qu'on a fait, évidemment, maintenant, on attise la jalousie parce que enfin bref. Hein. Et moi, ma difficulté où elle est, c'est que quand j'ai rencontré ma compagne de l'époque, j'étais très amoureux d'elle. Hein. J'avais 2 relations un peu compliquées où j'avais 2 enfants. Et c'était la femme idéale pour moi. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Je pense que peut-être aussi, je l'ai mis plus. Peut-être j'avais placé la barre trop à l'époque. Hein. Et puis, enfin bref. Et puis, quand on s'est remis ensemble 2 mois après, entre-temps, on a eu un enfant qui a 3 ans aujourd'hui. Donc très rapidement, après que vous ayez renoué. En fait, ça faisait 3 ans qu'on essayait de avoir un enfant, on n'y arrivait plus. On avait déjà une fille, on n'arrivait pas. Bon. Et après cette histoire, évidemment, je pense que ça a dû débloquer certainement, des choses. Oui. Et dans les jours qui ont suivi, elle est tombée enceinte. Oui. On a eu un enfant, en plus, ce qu'on voulait, un garçon, et qui est vraiment super mignon. Il a un problème de santé, mais c'était pas grave. C'était difficile au début, mais on fait comme tout le monde, on vit avec. Hein. Et on a tout pour être heureux aujourd'hui. Pour dire vrai, j'ai jamais eu autant aussi facilement. On n'est pas riche, mais on vit super bien. Nos enfants sont super gâtés, on manque de rien, mais on attise la jalousie toujours. Mais à la limite, on n'est pas... La jalousie de qui? De toute la famille, les gens qui nous entourent, etc. Il y a très peu de gens qui acceptent qu'on ait un train de vie qui dérange tout le monde. On travaille énormément. Oui. Moi, je travaille en plus de mon boulot. Je travaille des fois 20 heures par jour, du lundi au dimanche. Mais ça nous permet d'avoir un train de vie qui est au-dessus de la moyenne, hein, je pense, aujourd'hui, même si ma femme n'en a pas trop conscience. Mais moi, ça me va. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Hein. Peut-être qu'on connaîtra des moments difficiles plus tard. Mais ça nous a isolés. Là, il n'y a pas longtemps, il y a une fête de famille. On comptait pour du beurre, quoi. À la limite, on dérangeait. Ils étaient entre eux et puis nous, on est des gens à part, quoi. Mais à la limite, ça, c'est pas... Je pense qu'on s'est blindé là-dessus. Parce que comme ça fait 16 ans que c'est comme ça, et que ça s'est empiré après cette histoire, à la limite, les gens montraient la vraie image au moment de cette histoire, il y a 4 ans. Et ils sont bien acharnés sur moi parce que c'était le moment. Parce que pendant des années, ils m'ont jamais vu tomber. Là, ils étaient contents. Ça, mais alors, qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis avec ma compagne, en fait. Elle me reproche souvent de pas être comme avant. Et c'est vrai, je n'arrive pas à être comme avant vers elle. Je l'aime toujours autant. Je lui en veux juste de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais pas du reste. Vous lui en voulez de quoi? M'être retrouvé en garde à vue, en fait. Alors que je sortais de l'hôpital, ça faisait 2 jours, etc., et que j'avais pas demandé ça, enfin bref. Mais je peux passer là-dessus, mais moi, non, j'arrive pas visiblement, ce passé ne passe pas. Non, ça passe pas, non. C'est difficile à vivre. Ouais. C'est pas l'infidélité. L'infidélité, moi aussi j'avais été infidèle. Non, mais c'est pas ça. Non, mais voilà, oui, c'est pas ça. C'est le fait de vous être retrouvés comme au moment dans votre jeunesse, et quand vous dites quand à ce moment-là vous avez dû batailler pour devenir quelqu'un de bien. Voilà, et c'est comme si à ce moment-là vous aviez replongé, comme si. Mais en plus, j'étais pas coupable. Quand je suis coupable, je me retrouve derrière les barreaux. J'ai piqué une bagnole. Je sais que c'est ce que j'ai fait, donc je paye. C'est normal. J'ai fait une connerie, je paye. Là, j'avais rien demandé. J'avais une vie normale depuis 12 ans. On était bien. J'avais Oui, mais il y a quelque chose qui n'était pas. Finalement, c'est à vous-même qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. C'est ce que ça met en avant, cette histoire. Voilà, je me suis posé la question là-dessus parce que c'est pas banal d'être délinquant quand on est jeune. Non. Hein. Et puis mon père était c'était quelqu'un de gentil mais très absent. Il travaillait pas, il buvait tout le temps. À la maison, c'était pas gai. Je me rappelle des choses qui m'ont inconsciemment marqué et je pense que plus tard aujourd'hui, je les reproduis puisque les séparations pour moi c'est assez difficile. C'est que mes parents se disputaient souvent, tous les 2-3 jours. Et ma mère disait tout le temps à mon père, je vais partir, je vais tester les mots, je vais me barrer et tout. Et on prenait pas conscience de ces choses-là étant petit. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je prends conscience que ça a pesé dans la balance de mes difficultés à vivre certaines situations. Oui. Et qu'aujourd'hui, peut-être ça aussi, c'est un rapport au fait que j'arrive pas à me recomporter avec ma compagne comme j'étais avant, puisque je l'aime autant, sinon plus qu'avant, puisque quand on avance en couple, l'amour grandit, quoi, en fait. C'est plus, vous avez du mal à aimer, c'est au niveau de votre estime de vous-même.
Quand vous dites finalement vous avez dû batailler ferme pour vous construire, pour montrer aux autres que vous étiez quelqu'un de bien, mais c'est à vos propres yeux que vous avez du mal à vous dire que vous êtes quelqu'un de bien. J'y arrive, non, moi je pense que... Mais moi, je suis pas sais- sûre, je sais je le suis chemin pas que j'ai sûre. fait. Oui, Moi, je sais et le vous chemin avez que fait j'ai un fait, sacré c'est le plus chemin. C'est le plus dur, c'est de voir que les autres n'en tiennent pas compte et qu'ils veulent me considérer comme avant, comme si que le fait que je sois plutôt quelqu'un de mauvais, ça arrangerait tout le monde. Mais Alors vous que c'est pas avez, la vous réalité. avez un besoin, vous avez un besoin de reconnaissance. Ouais. Ça, vous avez un grand besoin de reconnaissance. Et c'est pour ça que ça vous fait mal qu'au sein de votre famille, là, les gens de votre entourage, certains aient voulu vous enfoncer à ce moment-là. Mais c'est que ça, mais Bon. vous imaginez pas. Et d'ailleurs, on voit à quel point vous bataillez et à quel point encore aujourd'hui vous dites bon, on a changé, on est maintenant dans les beaux quartiers. Enfin, on voit il y a ce côté, cette ascension sociale. Vous avez dû batailler ferme, mais c'est un beau parcours de résilient, dirait Boris Cyrulnik, parce que c'est vrai que c'était pas gagné pour vous. Mais quand on a un besoin tel de reconnaissance, Alex, c'est que finalement en soi, on n'arrive pas à la trouver. C'est le regard aussi que vous portez sur vous-même. Vous voyez, c'est pas parce que à un moment vous avez commis des actes délinquants, que les actes étaient pas bien, que vous n'étiez pas vous quelqu'un de bien. Si, ça j'étais conscient. Ce que vous faisiez n'était pas bien. Pour autant, vous n'étiez pas mauvais. N'était pas bien, mais je savais que j'avais bon fond. Je faisais pas des trucs. J'étais pas quelqu'un de violent. J'agressais personne. Je faisais vraiment des trucs de sans cervelle, quoi. Piquer une mobilette, une voiture, sûrement pour se montrer à l'époque auprès des autres, d'être le plus fort d'une bande, de rien du tout, et d'exister là où c'était difficile d'exister. Quand vous êtes né dans le 93, vous êtes élevé dans la banlieue. Bah si vous n'êtes pas comme les autres, vous devenez leur souffre-douleur. Et moi, je l'ai été tout petit et je voulais pas l'être après. Donc il fallait faire partie de ces gens-là. C'est ce qui fait que on en est là. Mais un jour, j'ai pris conscience que j'étais pas comme eux. J'étais quelqu'un de normal avec une vie normale, avec des rêves comme tout le monde, d'avoir au moins une vie minimum normale, quoi. J'avais réussi à avoir ça, quoi. Et le fait que ça vienne de ma propre famille, de sa famille elle, c'est pas comme si c'était des voisins, des machins, parce qu'à la limite ça me gêne pas. Mais de sa propre famille qui a eu aucune reconnaissance depuis des années, c'est difficile à vivre, quoi, qu'on soit tout le temps isolé. Et j'ai beau leur dire, hein, il y a pas longtemps, je me suis pas fouillé pour dire à toute ma famille, mais pendant des années je viens vous voir, je me déplace dans toute la France pour voir ma famille. Ils passent des fois devant chez moi, on s'arrête pas. Et ça, au bout d'un moment, c'est blessant, je pense, pour moi, pour ma compagne et peut-être aussi pour mes enfants un jour. Parce que je trouve ça pas... Quels sont les liens que vous avez aujourd'hui avec... Qui passe devant chez vous sans vous voir? C'est mes frères, mes sœurs. Oui, et votre père? Mon père, il est décédé en 89. Il est décédé, Ouais. d'accord. Ouais. Mais ça, il y a de la rivalité aussi, comme vous dites, certainement par rapport à votre réussite. Ouais, non, c'est parce que j'ai des frères et sœurs qui ont bien réussi. Hein. Ils ont bien réussi aussi. Mais oui. mais il y en a qui n'ont pas réussi du tout. Il y en a qui ont des problèmes. On est énormément d'enfants, donc oui. il y a de tout. Mais dans la réalité, je suis quand même le seul qui gardait toujours le lien avec la famille après la mort de mon père, puisque mon père était quelqu'un qui liait toujours la famille malgré ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il buvait, il avait un truc important, c'était sa famille. Il avait toujours créé le lien, et quand il est décédé, évidemment, les règlements de compte en famille, ça a commencé. Ma mère, elle a toujours tout simplifié les choses, elle a jamais essayé d'arranger. Il fallait toujours qu'on prenne sur nous que moi j'accepte tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, on pouvait être méchant ou quoi que ce soit avec moi, c'est pas grave. C'était mon formateur, de toute façon on s'en fout. On passe à autre chose. Et elle a jamais dit à un tel ça c'est pas bien de comporter comme ça, c'est pas bien, etc. Et elle a laissé les situations s'envenimer. Oui. Jusqu'au jour où moi j'ai dit stop, j'ai dit moi j'accepte plus. C'est pour ça que ça crée ces tensions entre vos frères et sœurs. Mais je pense que votre compagne, c'est pas elle qui est en jeu. C'est pas. Vous dites d'ailleurs, vous avez toujours des sentiments pour elle. C'est ce qui se joue, ce qui se rejoue par rapport à votre histoire. Et que moi, je pense que ça serait bien d'aller vraiment de vous faire aider là, d'avoir quelques séances avec un thérapeute pour parler de votre passé. C'était bien, mais je crois que j'ai envie d'y aller tout seul en fait. Ah non, c'est seul, Alex, hein, que j'en parle là. C'est pas en couple. C'est vous par rapport à vous-même là. Hein. Ouais, je pense que c'est pas par rapport à elle, c'est par rapport à vous. Oui, vraiment. Ça va, je pense, considérablement vous permettre d'avancer et d'évacuer ce passé qui vous colle à la peau et qui a plus lieu d'être. Parce que vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Il n'y a pas lieu d'en douter. Vraiment. Donc bonne chance, Alex. Au revoir.
La nuit se poursuit sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Vous pouvez également nous rejoindre à ce numéro si vous souhaitez partager votre expérience avec un intervenant. Vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr ou nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors il y a Tino qui dit allez à quelques jours de Noël, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu laisser nos angoisses de côté? Tino qui souhaite un joyeux Noël à tous les auditeurs de la Libre Antenne, de belles choses aussi à toute l'équipe pendant cette période de fête. Il dit et que devient Yves? Il ne nous conseille plus dans le choix des films. Il est dans les salles obscures actuellement. Il visionne beaucoup de films, beaucoup de films, de très bons films qui sortent actuellement. Je pense qu'il va nous rappeler en début d'année pour nous faire sa petite sélection. Il avait appelé un soir, mais il y avait beaucoup de témoignages et donc on ne l'avait pas passé à l'antenne. Et bon, il a l'habitude, Yves, c'est un fidèle, donc il remet ça dans sa poche et il nous appellera début janvier pour nous dire quoi aller voir. Allez, on va accueillir maintenant Magda. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Magda. Je vous remercie de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Je voudrais également remercier vos sympathiques collaboratrices qui m'ont laissé en haleine et qui de temps en temps m'ont fait un petit coucou. Merci, c'est Julie que vous avez eu. Mon problème qui est un petit peu triste, je veux dire que par rapport aux auditeurs précédents, j'ai la chance, j'ai une fille unique, j'ai un gendre, il est comme il est, mais nous nous aimons. Et puis j'ai décidé que de toute façon, quoi qu'il arrive dans la famille, il fallait qu'on s'aime. J'ai 2 charmants petits-fils. Voilà, ça je voulais le dire, parce que malgré on n'a pas de différent. Il n'y en a pas, il faut y mettre du sien. Mon gendre est comme il est, il sait que je l'adore. On a des accrochages, mais jamais, il n'y aura de rupture dans notre famille. Oui. Et ça, je voulais le dire, parce que quand on veut, il y a des griefs, tout le monde en a. Mais je crois que on passe au-dessus de tout ça. Et le résultat est merveilleux. J'ai 2 charmants petits-fils. Quel âge ont-ils, vos petits-fils? Ils ont 11 ans et 7 ans. 11 ans et 7 ans, d'accord. Voilà, j'ai la chance d'habiter très près de ma fille, à 500 mètres de chez ma fille. Ah oui, en effet, elle est vraiment toute proche. Elle est toute proche, c'est le choix que j'ai fait. Oui. On n'est pas du tout dans le même registre, on est totalement différentes, mais on s'accepte comme on est. Voilà, et puis voilà. Alors moi, je voulais simplement apporter cette lueur d'espoir. Oui, mais vous avez raison, c'est vrai que on peut toujours trouver de quoi se chamailler. Oula, oui, ça ne manque pas, les sujets de fâcherie. J'ai de très bons rapports avec la belle-mère de ma fille. Eh bien, écoutez, je suis ravie et je lui dis, moi maintenant qui suis dans la maladie, je lui dis, écoutez, Geneviève, vous êtes la dernière mamie qui nous reste, alors vraiment, portez-vous bien, on est ensemble, on se téléphone et on n'a pas besoin toujours de se chamailler. Mais pourquoi la dernière mamie? Vous êtes là, vous? Oui, je suis là, mais moi, malheureusement, la maladie m'a prise de plein fouet, en plein vol. Oui. Et donc, voilà. Oui, mais malgré tout, vous êtes bien présente. Donc, bon. Voilà, je suis présente, mais c'est vrai. On sent qu'il y a de la... Oui, actuellement, vous devez dégager du temps et de l'énergie pour... Voilà. Donc, c'est pour ça que j'appelais. Et je suis désolée de parler de choses tristes. Mais non, je vous en prie, Magda, vous n'avez pas à être désolée. Attendez, cette antenne, cette émission est pour vous. Vous pouvez aborder vraiment tous les... Moi qui suis mais ça s'entend, ça s'entend. Voilà, la maladie m'a fauché en pleine gloire, si je peux dire, en pleine santé. Oui, mais vous perdez pas votre source de l'humour malgré tout, donc c'est bien, ça doit vous aider. Ça doit vous aider, mais... Voilà, alors je voudrais avoir des témoignages, parce que moi, voilà, j'ai eu un cancer qui m'est tombé dessus du pancréas, pris au début. J'ai eu cette chance-là qu'il soit pris au début. Oui. Donc, on m'a après toutes les investigations qu'on a faites, on a décidé de me retirer je ne sais pas si c'est 2/3 ou 3/4 du pancréas. Oui. On m'a complètement fait l'ablation de la rate et on m'a retiré la vésicule biliaire. Oui. Voilà, donc ça fait quand même très lourd pour quelqu'un comme moi, sportive et tout. Bref, encore j'ai 75 ans. Et j'étais encore en pleine avec plein de projets. Qu'est-ce que vous faisiez comme sport?
J'ai fait du tennis, j'ai appris à jouer au badminton à mes petits-fils, on fait du ping-pong, j'avais acheté une table de ping-pong pour mes petits-enfants. Oui. Voilà, et eux, ils font beaucoup de sport également, mais ma fille et mon gendre font beaucoup de sport. Voilà, on était vraiment, je les ai emmenés en vacances au mois de juillet, et je savais pas que j'allais 2 mois après que je serais sur une table d'opération, et que je subirais une opération très lourde. Donc ce qu'il y a, c'est que ma vie a totalement basculé. Je ne conduis plus mon véhicule, j'ai peur de tout. Je voulais simplement qu'il y ait des auditrices ou des auditeurs qui, étant passés par les mêmes épreuves que moi, comment on survit, comment on vit, comment on revit, après une chimiothérapie que j'ai commencée, et après, je pense, une radiothérapie. Voilà. Alors, c'est ce que je veux savoir, quelles sont mes chances de redevenir comme avant. Oui. Et après tout ça, après toutes ces mutilations, comme je dis, et ce poison qu'on m'inocule toutes les semaines avec la chimiothérapie, à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression qu'on me passe vraiment au poison. Et je sais que c'est pour mon bien. Et en plus, j'ai beaucoup de chance, je finis la phrase, j'ai beaucoup de chance. C'est une chimio légère, qui ne dure que 3/4 d'heure. Oui. C'est une chance. Oui, il y en a des plus lourdes, oui. Parce que ça a été pris au départ. Voilà, elle est curative, elle n'est pas curative, elle est préventive. Oui, d'accord. Voilà, donc je dis, j'essaye d'être garder un peu de. Oui, ben on voit, hein, vous voyez le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Hein. Vous êtes d'un naturel très optimiste, ce qui est important. Je veux savoir, auprès de gens qui ont vécu cette même épreuve que moi, qui m'est tombée dessus, comment on vit. Peut-être me donner des tuyaux, parce que je ne peux plus rien manger, j'ai perdu 10 kilos. Oui, forcément. Voilà, bon. C'est comme ça. Surtout en plus, déjà la chimiothérapie, ça joue beaucoup sur la. Vous la supportez bien. Oui, je n'ai pas de problème. Oui, mais enfin bon, on vous a quand même, c'est entre le pancréas, la rate, la vésicule biliaire, ça touche tout le système digestif. Donc voilà. Ça... Et je ne peux plus rien manger. Oui. Je crève la dalle, comme on dit vulgairement. Vous avez faim. J'ai toujours faim. Vous avez toujours faim. Je ne peux pas manger. Alors je mange très peu, je mange souvent. Voilà, manger des petites quantités, c'est ça? Je mange des petites quantités. Alors j'essaye de. Alors je mange tout ce qui est roboratif, tout ce qui peut me donner. J'achète du pain d'épices. Oui, oui. Moi, c'est la période en plus là. J'ai Noël. perdu le goût du chocolat. Je peux plus manger de sucré. Et oui. C'est terrible. Oui. Alors souvent, j'ai remarqué souvent les gens qui se sont fait retirer la vésicule biliaire. J'ai une personne comme ça dans mon entourage, ma tante pour ne pas la nommer, qui était qui adorait le chocolat. Eh bien, elle ne peut plus le manger. Non, elle peut plus du tout. Alors que vraiment, elle était dingue. Elle pouvait dévorer des boîtes entières de chocolat. Et maintenant, elle peut plus, comme vous, elle peut plus. Donc j'ai l'impression. Et elle m'a dit, elle est allée voir sur des sites, des forums et tout ça, par rapport à des personnes qui se sont fait retirer la vésicule biliaire, qui peuvent plus manger de chocolat. Non, j'ai plus un dégoût. J'ai un dégoût du sucré. J'ai un dégoût de tout ce qui est sucré. Alors j'essaye d'acheter. Alors je comprends pas comment ce cancer m'est tombé dessus. J'ai pratiqué la méthode Kousmine, le blé germé. J'ai fait des germoirs. Je mange bio. Je suis sportive. J'ai bu une coupe de champagne une fois de temps en temps. J'ai jamais fumé. Ah oui, en effet. Oui, vous aviez une hygiène de vie. Tout le monde a cru que j'étais dans un caprice où je voulais me rendre intéressante, vous voyez. Alors j'ai dit, je vais y aller, puisqu'on me dit, il faut que j'y aille. J'y suis allée. Quand je suis allée à l'hôpital pour me faire opérer, je me disais, je vais au Club Med, allez, j'emmène ma valise. J'avais l'impression d'aller en club de vacances. J'ai tout essayé, parce que j'étais dans le déni et dans la révolte. Je n'ai pas accepté ce cancer. Et je l'ai toujours pas accepté d'ailleurs. Bon, mais ce qui est une façon, c'est votre façon à vous de réagir et finalement de combattre à votre façon. Vous l'avez pas, c'est pas un déni franc et massif. Le déni, c'est vous me diriez pas, vous en parleriez pas. Vous voyez, vous diriez pas je suis malade et vous prononceriez pas le mot et vous diriez on m'a enlevé, j'ai été opéré, on m'a enlevé une partie du pancréas et de la rate, mais vous parleriez pas de cancer. Moi, je suis très très réaliste. Hein. Donc c'est une façon de dire c'est pas si grave, je vais m'en sortir. D'ailleurs il n'y a pas de raison parce que c'est le cas. Ça a été pris au début, vous êtes très combatif.
préservatifs. Oui. Vous avez et pour le coup, cette excellente hygiène de vie que vous avez, c'est sur un organisme qui à la base était très très bon. Enfin, je veux dire le fait que vous Absolument. soyez sportif, que vous vous oui, nourrissiez oui. très bien, ça aide. Ça aide, bien sûr. Ben Et c'est puis, quand même un atout. C'est pas sur un organisme qui est fatigué, qui est, voyez, Non. c'est donc ça c'est les médecins ont dû vous le dire. Ça ben joue. oui, mais moi, quand on me voit dans la rue, personne ne peut imaginer que j'ai subi cette épreuve. Oui, mais oui, c'est ça. Ça joue au niveau de votre condition physique, de votre vitalité. Et puis de mon orgueil. De mon orgueil, il y a un truc. Ah, vous ne vous ménagez pas, hein. Ah non, je suis très Vous n'êtes pas exigeante. complaisante. Oui, vous n'êtes Non. pas, vous tombez pas dans la complaisance. Alors, non, pas du tout. Je n'ai Oui. aucune complaisance envers oui, moi. oui. Parce que c'est comme ça, c'est une politesse que j'ai vis-à-vis de moi et surtout vis-à-vis des autres, de ne pas me montrer Oui. malade. malade. Et Oui. personne, tout le monde me va, t'as bonne mine, on me dit, Oui. dit-on. Ah oui, vous avez bonne mine, oui. Je me mets Oui. des boucles d'oreilles, je me maquille. Oui. Voilà. Le seul problème, c'est que malheureusement, je ne pourrai plus faire mes colorations, étant donné que c'est incompatible avec la Ah chimiothérapie. oui. Donc ça aussi. Donc nous sommes allés avec ma fille qui m'a accompagnée à Versailles, voir un peu. Je voulais me mettre une perruque. On me dit, ben vous ne pouvez pas mettre une perruque. Donc j'ai acheté des petits bonnets, j'ai acheté des petits foulards. J'ai des Oui. gens qui font ça, c'est le métier. Oui, il y a de Voilà. très jolies perruques, hein, cela dit. Il y a des perruques qui peuvent être. Vous pouvez en trouver moi, qui avec la sont. masse de cheveux que j'ai, alors j'ai la Oui, chance. mais il y en a qui ressemblent, enfin, qui peuvent être comme celle de comme celle de vos cheveux, comme celle de votre coupe de Oui, cheveux. mais Caroline, je ne perdrai pas mes cheveux. J'ai encore cette chance-là. Ah bah alors. Oui, mais j'aurai mes racines. Mes Ah, racines que vos je veux pas qu'on voit. racines. Donc j'ai acheté oui. des foulards, des petits bonnets, des petits trucs marrants qu'on se met sur la tête. Oui. Voilà, j'essaie Et après, vous pourrez pas avec des colorations sans comment. C'est interdit. Mais même les sans qu'il y ait de Sans comment. ammoniac, tout ça, Ouais. même les autres, j'ai pris. Même les autres, vous pouvez pas. Ah non, on m'a dit pas. Et puis même. Et après- même par la suite du tout. C'est-à-dire que plus de 8 mois après la radiothérapie, je Ah, n'aurai voilà. même pas le droit. Il faudra que j'attende, enfin presque. une Vous année. pourrez reprendre, mais après, mais vous pourrez. Après, je pourrais. C'est ça, vous pourrez. C'est-à-dire que c'est pas définitif. Non, vous pourrez non, reprendre. je pourrais reprendre. C'est important de le savoir quand même. Voilà, oui. Alors, vous savez, moi, je suis pointilleux, je pose toutes les questions. C'est pour ça que j'enquiquine tout le monde. Je pose toutes les Mais questions. vous les enquiquinez pas. Les médecins, si, je vois bien leur réticence. Je me suis fâchée avec mon cancérologue, j'en ai pris un autre, parce que me recevoir comme il me reçoit, non, ça, j'ai pas supporté. Alors, je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit, écoutez, non, ça va pas, hein, parce que moi, je lui demande pas qu'il se mette à genoux devant moi, je lui demande pas de me prendre dans ses bras, mais enfin, je lui demande quand même un minimum de courtoisie. Quand je lui dis, est-ce que mes analyses de sang sont bonnes, il les regarde, alors que j'étais contente parce que pour une fois, elles étaient bonnes. Il m'a même pas félicité, il m'a même pas donné un petit mot d'encouragement. Quand je lui dis, écoutez, j'ai des analyses de sang à faire d'une manière hebdomadaire, il y en a des complètes, il y en a des moins complètes. Je lui dis, est-ce que vous pourriez mettre à domicile sur l'ordonnance? Comment vous pouvez pas vous lever le matin? Je lui dis, mais attendez, le matin, il faut que j'aille à jeun, que je prenne une voiture que je peux plus conduire, que j'habite dans une maison individuelle, je suis loin de tout, hein. Et bien, elle me l'a pas dit. Je lui dis, mais c'est pas grave, je paierai le supplément de ma poche. Voilà. Donc, je trouve Oui, non, il est pas. Oui, c'est pas très. Un cancérologue comme ça, je vais m'en passer. C'est pas sympathique, oui. Alors, donc, surtout qu'il doit pas tout le temps avoir des patientes comme vous, hein. Non, franchement. Alors, moi, je plais pas. Je ne plais pas parce que je vais au fond des choses, je pose des questions. Mon chirurgien, c'est pareil. Je lui envoie des mails. Oui, mais enfin, écoutez. Il est charmant. Oui, mais au contraire, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est vous qui êtes concerné, c'est vous qui êtes malade. Exactement, c'est votre corps, c'est de votre vie dont il s'agit. Comment? Mutilé, carrément mutilé. Oh, mutilé. Oui, grave, vous le vivez comme ça? Je fais pas de striptease, donc c'est bon. Voilà. Alors donc, je voulais savoir si parmi vos charmants auditeurs ou auditrices, quelqu'un avait vécu ça. Alors, il y a Cathy qui envoie un petit message en disant mon papa vit sans vésicule depuis longtemps maintenant, et normalement. C'est la rate qui me gêne. C'est la rate. C'est la rate qui est gênante parce mais que on peut vivre par l'immunité et donc je suis soumise à un régime d'antibiotiques, d'antibiotiques. Malheureusement, moi, j'ai fait 2 accidents médicamenteux déjà. J'ai une phobie des médicaments. Je ne suis pas une cinglée des médicaments et je me soigne par homéopathie. Voilà. Donc, mes médecins savent qu'en parallèle de l'allopathie, j'ai suis suivie par un médecin homéopathe, cancérologue, pas une charlatan, hein,
Oui. une spécialiste homéopathique en cancérologie. Mais Donc, je leur ai dit ce que je faisais, certaines piqûres. Voilà, j'ai regardé sur Internet, c'est pas pipeau. Voilà, j'ai des préparations spéciales pour me régénérer le pancréas. J'avale mes petites gélules 3 fois par jour. Voilà, et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi c'est comme ça. Ça vous plaît pas. Non, mais vous pouvez faire ça en parallèle, que vous ont-ils dit. Ce ne soit pas incompatible avec le reste. Dans la mesure où ce n'est pas incompatible, voilà, avec ce que l'on vous administre. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. J'ai posé. D'ailleurs, mon médecin me dit, mon médecin homéopathe, à qui je me plaignais de l'antibiotique, et qui m'a dit, non, vous devez les prendre. Vous devez les prendre pendant 2 ans. Alors, je suis vaccinée contre tout. Parce que je n'ai plus d'immunité, je n'ai plus de... Voilà. Alors, je suis vaccinée contre la méningite, contre le pneumo 23, contre je ne sais pas trop quoi, et contre la grippe. Alors, mais est-ce que vous, avec la Ligue contre le cancer, il y a des groupes de parole qui sont organisés? Est-ce que peut-être que là, vous pourriez voir aussi, échanger avec d'autres personnes ou Là, je fais ma chimio, il y a une comment dirais-je, une psychologue qui vient, mais bon, toujours parler du cancer, c'est bon. Oui, mais en même temps, là, vous êtes demandeuse de pouvoir entrer en relation avec des personnes qui, comme vous... Suivi. Oui, mais justement, vous voyez, c'est aussi votre demande. C'est pas toujours parler du cancer, hein, Magda. C'est par rapport à ces... Je disais, la Ligue organise des groupes de parole pour savoir... Vous pouvez aussi parler d'autres choses, mais c'est par rapport... oui, mais là, c'est votre demande ce soir. Voilà, vous demandiez par rapport à la chimiothérapie ou comment vivre avec, comment... Bon, donc dans ces groupes de parole, je pense que vous pourriez aussi trouver des informations qui seraient importantes et un soutien avec d'autres personnes. Parce que pour le moment, on n'a pas de réaction au 39-21, mais il peut y en avoir d'ici la fin de l'émission, donc je vous propose de rester à l'écoute. Et puis il y en a peut-être qui arriveront au standard et on vous les transmettra à ce moment-là. Alors je voulais simplement ajouter une précision, c'est pas par rapport ni à la chimiothérapie ni au VIH, c'est par rapport à parce que maintenant je ne peux plus sortir de chez moi pour des problèmes de dysfonctionnement, je ne peux plus aller au restaurant, je ne peux plus aller au théâtre, je ne peux plus rien faire parce que je ne sais pas à quel moment tout se déglingue. Voilà. Je voulais simplement savoir s'il y a un après mais forcément, une vraie vie. Forcément, oui. C'est pas ni la chimio ni ce que... Mais ça, il faut poser la question aussi à votre médecin. Mon gastro-entérologue que j'ai vu aujourd'hui, il se gratte la tête. Oui. Il est très très ennuyé parce qu'il ne sait pas me répondre. Oui. Il ne sait pas et pourtant il est à l'écoute. Oui. Et pourtant, il n'a pas déjà eu des personnes qui ont été dans votre situation? Dans mon cas, avec toutes les manifestations que j'ai de rejet alimentaire, de tout non, ça. Pour le moment, non. Il n'en a pas rencontré. Non, il se gratte la tête. Alors, il me dit, alors on tâtonne. Il me donne un petit traitement. D'accord. C'est peut-être le temps que vous vous adaptiez aussi. Pardon ? C'est peut-être le temps que vous vous adaptiez, que votre organisme s'adapte. Je ne peux pas m'adapter parce que les médicaments, après 2 accidents médicamenteux, puis j'ai d'autres problèmes de thyroïde. Mais il peut y avoir des réactions comme ça dans un premier temps aux médicaments. C'est peut-être aussi le temps que votre organisme s'adapte. Je ne sais pas. Jamais, hein. Vous ne savez pas ? Non, parce que... Oh, vous savez, on a des capacités d'adaptation assez extraordinaires. Hein. Et physiques et psychiques, souvent. Je le souhaite, mais... Bon, c'est vrai que voilà, c'était pour ça, c'était l'objet. Écoutez, si nous avons des réactions, nous vous les transmettrons ou on les aura peut-être à l'antenne d'ici 1 heure. En tout cas, il y a First Lisa qui dit belle leçon de vie et de combativité. Tous mes bons voeux à vous. Il y a Lily qui dit avez-vous pensé à la coloration au henné? C'est naturel. Alors, henné, je vais devenir rouge. Alors, Lily qui vous embrasse. Ah bon, ça c'est. Alors il y a Sébastien qui dit malgré votre maladie, vous avez une vision très optimiste des choses et votre joie de vivre et communicative est étonnante et souligne la chance de ceux qui sont en bonne santé par rapport aux autres. Très bon courage à vous et joyeux Noël. Je voulais vous dire simplement à tous les téléspectateurs, tous les auditeurs qui vous écoutent, essayez de ne pas voir la petite bête en tout, de voir le positif et puis que tout règne et l'ordre règne autour de vous et l'amour surtout, l'amour des siens, de dire un petit mot gentil. C'est ça qui est formidable. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut intervenir et c'est vrai qu'on ne réalise pas le luxe que l'on a, la chance que l'on a quand on est en bonne santé. Ça, c'est certain. Malade ou pas malade. Oui.
C'est vrai. On n'est pas obligé non C'est plus. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de très bonnes vacances. Écoutez, merci beaucoup Magda et merci prenez pour soin votre de vous écoute. et j'espère que ça va, les choses vont bien évoluer pour vous je fais et tout qu'on aura pour, hein. des réactions pour vous, on vous les transmettra. C'est très Ne raccrochez pas parce qu'on va voir à ce moment-là, vous allez voir avec Julie hors antenne si vous êtes prête à laisser votre numéro, si on vous c'est très transmet gentil. les numéros. Très belle fête à vous, reposez-vous et prenez bien soin de vous. Je suis avec mes enfants. Alors cette fêtez-les bien chance-là. avec ceux que vous aimez. Au revoir Magda. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, Caroline. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. I spent my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom. Still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle nous disait, qu'elle avait perdu aussi beaucoup. Bon, il est l'heure nous qu'on se quitte. Je vais quand même vous souhaiter un bon réveillon, hein, Catherine, même si c'est voilà avec des légumes crus. L'essentiel, voilà, c'est bon cru, cuit à l'eau. Bon réveillon avec vos navets, vos carottes. Au revoir, Catherine. Voilà, eh bien, il est l'heure de nous quitter. Toute l'équipe, comme on ne sera pas là cette année au moment de Noël et du 31, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un bon Noël, de très belles fêtes. N'oubliez pas, demain, il y a une émission aux mêmes horaires, de 23h à 1h. C'est Sophie Peters, qui sera présente à ce micro, et ce pendant toute la semaine. Et moi, bien... je vous retrouve, j'espère, avec plaisir, le lundi 2 janvier. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des informations, présentées par William Galibert. Bonsoir William. Bonsoir Caroline, bonne fête et bonsoir à tous. Merci, bonne fête.